Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la rubrique pédagogie de ma chaîne. Cette présente vidéo sera la première vraie vidéo un peu consistante de cette rubrique et va être et demeurera, je pense, la vidéo la plus importante. Donc il va être question de neurosciences appliquées à la pédagogie, à l'enseignement en école élémentaire et maternelle aussi. Mais il va être aussi surtout question pour moi de présenter ce qui me semble fondamental dans l'enseignement à l'école élémentaire. Donc nous parlerons des trésors du cerveau, des 8 trésors du cerveau, et j'aurais aussi pu nommer cette vidéo pédagogie, neurosciences, philosophie et poésie, puisque nous aurons l'occasion de conclure sur l'importance du langage, l'importance de former un psychisme capable de penser, tout simplement. Du reste, il ne s'agit pas de réduire évidemment l'individu à son cerveau, surtout pas, et paradoxalement, les 8 trésors du cerveau sont là pour éviter justement la réduction du psychisme à certaines fonctions particulières, et surtout pour éviter la réduction de l'individu à ces mécanismes. Bon, alors je pars déjà un petit peu dans l'abstraction, revenons au concret. Cette vidéo va être faite en plusieurs fois. Donc, je vais vous présenter les 8 trésors du cerveau et quelques implications de la découverte de ces trésors. En plusieurs fois parce que pour des raisons qui tiennent à des raisons pratiques, au contexte domestique, je n'ai pas d'endroit pour réaliser mes vidéos. C'est un peu compliqué, on est en plein travaux, en plein aménagement. Voilà, changement de tenue, changement de lumière, c'est normal. Cette vidéo risque d'être un petit peu chaotique dans son tournage. Mais venons-en aux 8 trésors du cerveau. Alors, les 8 trésors du cerveau, nous les découvrons en début d'année lorsque nous rappelons le rôle de l'école. L'école, ça sert à quoi ? L'école, les enfants vont nous dire, ça sert à apprendre à lire, ça sert à apprendre à écrire. En général, c'est les premières choses qui arrivent, surtout quand on est en classe de CP. En creusant un petit peu le sujet, comment est-ce qu'on apprend ? Comment est-ce qu'on apprend à lire et à écrire ? En se concentrant, en se rappelant, en se remémorant. Donc on en arrive finalement assez vite aux premières fonctions cognitives qui sont l'attention, la mémoire, etc. Tout ce dont je vais parler, je précise, je l'ai mis en place avec des CP et des CE1, également avec des CM. Ça peut aussi s'appliquer à des élèves de maternelle en modifiant ce qu'il faut modifier. Donc en début d'année, nous découvrons les 4 premiers trésors et le reste de l'année va être consacré à la découverte des trésors suivants. Chacun de ces trésors correspond à un personnage animalier, à une petite mascotte, à des jeux de découverte qui vont permettre de manifester ces trésors, donc qui correspondent à des fonctions cognitives, et également à des jeux de réinvestissement, des exercices emblématiques ou des activités emblématiques diverses, dans diverses disciplines évidemment, puisque là on est typiquement dans le transdisciplinaire. L'objectif est de développer la métacognition des élèves et d'entraîner les fonctions exécutives pour elles-mêmes. Et ça va permettre déjà d'établir des fondations solides pour installer les divers apprentissages, mais aussi de donner vraiment du sens aux enseignements dans toutes les disciplines. Alors je vais déjà vous mettre, avant de vous en faire la liste, les 8 trésors du cerveau dont il est question dans ce petit diagramme que j'ai dessiné avec les petites mascottes. Alors les premières ont été dessinées un peu rapidement, peut-être qu'un jour je les reprendrai. Donc les voici. Il y a aussi une version en noir et blanc que les enfants peuvent colorier, mais je mettrai tout ça à la fin. Donc c'est motivant pour les enfants d'apprendre que tout le monde possède ces trésors dans son cerveau. Et toutes ces petites mascottes dans son cerveau. C'est motivant et c'est valorisant. Alors, dès le début d'année, j'explique avec les premiers trésors que tout le monde, absolument tout le monde, possède ces trésors et que c'est grâce à tous ces trésors-là qu'on est intelligent. On explique que c'est grâce à tous ces trésors que l'on apprend et que l'on comprend. C'est grâce à tous ces trésors qu'on est intelligent et pas juste à un seul pris isolément. Ça me paraît très très important. C'est quand tous ces trésors fonctionnent ensemble et harmonieusement et bien qu'on peut développer sa faculté de compréhension, sa capacité d'apprentissage et qu'on peut faire preuve de créativité. On explique aussi dès le départ qu'on peut avoir des trésors qui sont plus forts que d'autres. Selon les personnes, des trésors qui peuvent poser problème. Parfois, certains trésors peuvent même poser de grandes difficultés, notamment quand on souffre de certains troubles. Ça peut être des troubles 10, des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou
certaines manifestations, on va dire, certains symptômes de troubles du spectre autistique vont peser sur certaines de ces fonctions. Par exemple, la flexibilité pour certaines formes d'autisme, évidemment l'attention pour les troubles de l'attention. Mais on explique évidemment que tous ces trésors, on peut les entraîner, chacun à son niveau, et que quand un trésor se renforce, il contribue à renforcer tous les autres. Alors, une petite précision, donc c'est moi qui ai dessiné les animaux, par contre pour les petits symboles dans le mandala, j'ai utilisé des émoticônes, hein. J'avoue, je me suis pas trop embêtée, je les trouve jolis, alors voilà, c'est des émoticônes. Alors le sens du nœud qui est au cœur de ce diagramme, c'est justement de montrer un petit peu l'interdépendance entre toutes ces fonctions. Une fonction isolément ne peut pas fonctionner. Toutes les fonctions sont liées entre elles. Les trésors ont nécessairement besoin des autres pour fonctionner. Ils ne peuvent pas exister et fonctionner seuls. Certains sont même si proches les uns des autres qu'ils se superposent partiellement. Donc, pour enfin arriver à ces 8 trésors, les 8 trésors que je propose correspondent à des fonctions cognitives fondamentales, particulièrement à des fonctions de contrôle cognitif. Les 4 premiers trésors comptent la mémoire, ou plutôt les mémoires, mais on y reviendra, ainsi que les 3 fonctions de contrôle cognitif. On a l'attention, l'inhibition cognitive et la flexibilité. Alors ça, je reviendrai sur chacun plus tard, j'essaierai de les définir un petit peu, mais on pourrait faire des vidéos de plusieurs heures sur chacune de ces fonctions. Alors cette triade-là, cette triade des fonctions de contrôle exécutif, la mémoire, l'inhibition et la flexibilité, ça ce sont des éléments sur lesquels j'ai travaillé lors d'une formation à distance sur Magister, en été 2020. Alors j'y ai ajouté des choses, en travaillant dessus j'ai trouvé qu'il manquait des choses et j'ai créé ce système à 8 fonctions, à 8 trésors que vous pouvez constater. Donc ça c'est une invention personnelle dont je vais essayer de démontrer la pertinence. Dans l'ordre approximatif de leur découverte, les 8 trésors du cerveau sont l'attention, la mémoire, ou plutôt les mémoires, la réflexion, donc en fait c'est le contrôle inhibiteur, j'appelle ça réflexion pour que ce soit mieux compris par les élèves, hein. Je ne leur parle pas moi de contrôle inhibiteur, la flexibilité, l'imagination, les sentiments, la volonté et la logique. Dans cette vidéo, je tâcherai de définir chacune de ces fonctions. D'une manière succincte, en tout cas je vais essayer d'être vraiment synthétique puisque j'ai pas l'intention de faire une vidéo qui dure 10 heures. J'aurai l'occasion peut-être de revenir sur chacune de ces fonctions, sur certaines fonctions en particulier plus tard. Donc je pourrai les compléter par de futures vidéos mais aussi par de futurs articles, hein, puisque la vidéo que je vous propose là reprend et complète à la fois l'article que j'ai déjà publié sur mon site internet. Commençons par l'attention. L'attention est une fonction de contrôle cognitif qui permet aux autres fonctions de contrôle, comme l'inhibition et la flexibilité, de se mettre en branle. Alors je dis aux enfants que sans un minimum d'attention, les autres trésors ne peuvent pas fonctionner. Alors c'est pour cela qu'en général je le présente en premier. Parfois ça peut être la mémoire ou ça peut être l'attention, ça dépend de comment j'aborde la rentrée, par quelles activités, par quelle production. Donc l'attention, représentée par le hibou avec sa loupe, tout de suite, forcément, ça parle aux enfants. On a l'image d'un animal qui est avec ses grands yeux, qui est focalisé sur une proie, qui observe depuis son arbre. Et lorsque je demande au CP ce que signifie l'attention pour eux, ce qu'ils me répondent en premier, c'est être concentré sur quelque chose. C'est écouter, c'est regarder. Donc derrière tout cela, on a l'idée qui est juste d'un objet unique sur lequel on se focalise. D'où aussi l'émoticône choisi de la cible. Puisque l'attention, elle se focalise sur un objet. Alors, il existe une attention qui peut être partagée entre plusieurs objets, mais en fait, c'est une attention qui est alternée entre plusieurs objets, mais elle concerne toujours en fait un objet à la fois. Et une attention qui est alternée, c'est toujours en fait une attention qui est altérée, toujours. En fait, on n'est pas multitâche. On peut avoir une attention qui est plus ou moins flexible, qui est plus ou moins fluide, mais c'est toujours une attention qui sera de moindre qualité si elle doit être partagée entre plusieurs objets.
Donc on a l'idée d'un objet sur lequel on se focalise et l'idée aussi de distraction alentour qu'il faut arriver à filtrer, qu'il faut arriver à ignorer. Et là, c'est la partie inhibition de l'attention, mais l'inhibition, on y reviendra après, parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes d'inhibition. L'attention dépend très étroitement de la volonté, donc ce sera l'un des derniers trésors que nous allons voir, et de l'inhibition. Donc de l'inhibition cognitive, la volonté, la volition pour porter son attention sur un objet choisi, et puis l'inhibition pour pour faire le tri et pour ignorer les stimuli qui viendraient interférer. L'attention peut être happée ou volontairement dirigée, donc happée par exemple comme devant un écran d'ordinateur ou n'importe quel écran, ou volontairement dirigée comme vers les pages d'un livre. Les stimuli mouvants et colorés de l'image portée par l'écran attirent automatiquement le regard sans que cela ne demande un certain effort. Au contraire, ce qui va demander un effort, ça va être de détourner son attention de l'écran. C'est pour ça que c'est difficile de se concentrer dans une pièce où un écran est allumé. Encore plus si le volume sonore est important. Il est difficile aussi de se concentrer dans une classe où il y a trop de mouvements d'élèves et trop de bruit, donc c'est pour ça que personnellement, j'insiste en classe pour limiter les déplacements et pour que l'ambiance soit silencieuse, même si parfois les élèves ont besoin de bouger aussi. Alors dans certains cas, même si on a des bonnes capacités d'inhibition générale, il est possible que certains stimuli ne soient pas bien filtrés, notamment les stimuli sensoriels, ce qui peut être le cas chez les personnes souffrant de troubles du spectre autistique ou quand on souffre de misophonie. Ça c'est quelque chose que malheureusement je connais assez bien. Pour exercer l'attention en classe et surtout l'écoute, ce que j'aime bien faire, c'est des activités fondées sur la reconnaissance des chants d'oiseaux. Parce que ça demande vraiment une attention soutenue, une attention à porter sur des nuances assez fines. Donc c'est vraiment intéressant. Et pour les jeux de société, qui me paraissent pertinents pour travailler ce trésor, Dobble, je le trouve pas mal. Et puis aussi Bazar Bizarre, mais j'en reparlerai quand je parlerai de la flexibilité. Alors pour les chants d'oiseaux, j'ai créé plusieurs fiches avec plusieurs niveaux. Je ne les ai pas là, je vous mets quelques exemples, mais je n'ai pas encore fait la page sur mon site internet, j'ai pas encore mis les fiches en ligne, mais je le ferai un de ces quatre. Donc l'attention, c'est l'un des trésors que nous découvrons en premier, assez logiquement. Et très vite, la mémoire arrive, puisque quand on apprend, il s'agit de mémoriser, de se remémorer. Mais aussi parce que quand on revient des vacances d'été, on va parler souvent de nos vacances d'été, et donc de nos meilleurs souvenirs des vacances. Alors la mémoire, qu'est-ce que c'est? Avec les enfants, on parle de la mémoire. En vérité, il s'agit de mémoire au pluriel. La mémoire, c'est plusieurs bibliothèques, plusieurs sacs, plusieurs étagères, plusieurs tiroirs, et c'est aussi une fonction exécutive. Donc parmi les tiroirs, on a les mémoires à terme, ce sont à la fois des contenants et des contenus. Ce sont les archives, on va ranger nos souvenirs, on va les stocker, on aura parfois plus ou moins de mal à les récupérer, mais ce sont aussi, la mémoire, on appelle mémoire aussi les souvenirs qui sont stockés dans ces contenants. Donc on y trouve la mémoire épisodique, la mémoire autobiographique, donc la mémoire des événements de notre vie, qui est importante pour la constitution de notre identité. On trouve aussi la mémoire procédurale, donc la mémoire des savoir-faire, on va dire, savoir-faire du vélo, savoir lire. Et on a la mémoire sémantique, donc la mémoire du sens, la mémoire des concepts, la mémoire conceptuelle. Et c'est aussi la mémoire en fait des connaissances encyclopédiques. Cette mémoire à long terme, ou ces mémoires à long terme, ça fait partie des premiers trésors qu'on révèle en classe. Et évidemment, la mémoire est représentée par une éléphante, puisqu'il ne s'agit pas d'être original à tout prix, mais d'être intelligible pour les élèves, et tous les élèves ont déjà entendu l'expression avoir une mémoire d'éléphant. Et les élèves eux-mêmes aiment bien rappeler qu'ils ont une bonne mémoire et dire à la maîtresse et montrer à la maîtresse à quel point ils ont une mémoire d'éléphant en disant qu'ils se rappellent de la maîtresse de petite section, en se rappelant ce que les... Ensuite, le terme mémoire recouvre aussi la mémoire à court terme et la mémoire de travail. Alors la mémoire de travail et la mémoire à court terme sont parfois utilisées comme synonymes. En fait, c'est un peu différent.
La mémoire à court terme, on peut dire qu'elle est contenue et elle est un outil pour la mémoire de travail. La mémoire à court terme, c'est ce qui permet de retenir des informations, un certain empan d'informations pendant une trentaine de secondes. Et la mémoire de travail est ce qui permet de manipuler ces informations. Alors souvent, les professionnels, quand ils vont tester les fonctions exécutives, vont tester la mémoire à court terme en faisant réciter dans l'ordre une série de nombres qu'ils ont donnés. Et pour tester la mémoire de travail, ça va être réciter les nombres qui ont été donnés, mais plutôt en sens inverse. Alors, la mémoire à court terme, comme toutes les autres fonctions exécutives, se développe très rapidement pendant la petite enfance. Le développement des fonctions exécutives est très important et très fulgurant entre 3 et 6 ans. Et chez l'adulte, ensuite, ces fonctions vont atteindre la mémoire à court terme, la mémoire de travail, mais aussi les fonctions exécutives en général, vont atteindre leur maximum d'efficacité entre 25 et 35 ans. Mais après, ça va décliner, mais très 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 légèrement. Un déficit de mémoire à court terme est largement pénalisant, non seulement en classe, mais dans la vie quotidienne de l'élève et des personnes qui souffrent de ces déficits. En classe, ça se traduit par une difficulté à retenir des consignes, et pas seulement des consignes, mais à retenir les consignes, à effectuer un exercice. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal observé. D'une manière plus générale, ces élèves dont on observe qu'ils ont des difficultés à appliquer des consignes et à effectuer des exercices d'une manière à peu près autonome, ce sont aussi les mêmes qui peuvent avoir du mal à suivre des camarades dans leur jeu, par exemple, puisque suivre certains jeux, ça implique de retenir certaines règles. Donc ça empêche la compréhension d'une manière générale, et ça peut empêcher, ça peut être une entrave dans n'importe quelle activité. En classe, nous entraînons la mémoire à court terme par des petits jeux oraux, par exemple le jeu de la valise, donc il va falloir retenir les objets que les élèves précédents ont mis dans la valise. Donc dans ma valise, je mets un chien, dans ma valise, je mets une console de jeu, et après, chacun doit répéter tout ce qui a été dit en rajoutant un objet. Dans ma valise, je mets un chien, une console de jeu, et je mets un chamallow. On peut faire aussi le burger de la mort, donc du burger quiz d'Alain Chabat. Ça entraîne ce qu'on appelle la boucle phonologique, c'est-à-dire ce qu'on va se répéter dans la tête pour retenir certains mots. Et les jeux de mémoire, par exemple, ça va plutôt entraîner ce qu'on appelle le calepin visuospatial, donc le maintien d'images dans la tête, de représentation spatiale en tête. Ce qu'on entraîne en vérité, c'est la capacité à réaliser ce qu'on appelle des chunks et pas l'augmentation de l'empan. L'empan, on ne peut pas vraiment artificiellement l'augmenter. Par contre, on peut s'entraîner à créer des associations, à retenir des associations pour moins encombrer l'empan. Là, je vous mets un petit exemple en image. Une meilleure connaissance générale du vocabulaire et d'une manière générale une meilleure compréhension de certains concepts va permettre de créer plus de chunks et de fluidifier la mémoire de travail. Plus on aura cette capacité à créer du lien, à créer du sens, et plus on va pouvoir créer des chunks qui vont débarrasser un petit peu l'empan et laisser des places disponibles. Alors une autre activité qui peut servir à entraîner cette mémoire à court terme, mais aussi la capacité d'imagination dont on parlera un petit peu, qui est un autre trésor du cerveau, c'est le fait de dessiner un objet, un paysage, une scène qui a été décrite par l'enseignant avant. Donc l'enseignant décrit une scène, l'élève doit retenir un maximum d'informations et après restituer ces informations sous la forme d'un dessin. Et ça va être important, notamment quand on va faire de la résolution de problèmes, puisque on verra ça quand on parlera de l'imagination, mais résoudre des problèmes, c'est arriver à se représenter une situation pour la comprendre. Ce qui va être aussi très important en matière de résolution de problèmes, ça va être la réflexion. Alors ce que j'appelle la réflexion avec les élèves, en fait, c'est l'inhibition cognitive, qui est une fonction de contrôle cognitif, donc on appelle ça aussi contrôle inhibiteur, et Olivier Houdet appelle ça l'inhibition créative. Pour expliquer ce que c'est que cette inhibition créative, on va parler du petit jeu qui permet de découvrir ce trésor du cerveau en classe. Alors le petit jeu, ça va être un jeu d'imitation.
Première phase du jeu d'imitation, ça va être simplement d'imiter 3 gestes que je fais. Alors les gestes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple des gestes animaliers, ça peut être le geste du lapin, ça peut être le geste du canard et le geste du chat. Voilà, donc on va imiter ces gestes-là, tout simplement en les voyant. Ensuite, on va changer le jeu. Le but du jeu, ça va pas être juste d'imiter la maîtresse, ça va être de faire un des 2 gestes que la maîtresse ne fait pas. Donc, par exemple, moi, si je fais le chat, l'élève devra faire le canard ou devra faire le lapin. Ce qui est difficile, les élèves se rendent compte, parce que le cerveau, lui, automatiquement, ce qu'il a envie de faire, c'est le même geste que fait l'enseignant. Donc il va falloir prendre un temps de pause, il va falloir s'arrêter pour réfléchir et trouver quel geste on va faire à la place. Et là, on fait travailler justement ce qu'on appelle l'inhibition. Alors l'inhibition, on la fait travailler par exemple... Donc l'inhibition, elle est importante tout le temps. Olivier Houdet dit même que c'est la fonction même de l'apprentissage. Par exemple, en maternelle, l'inhibition, les élèves vont la mettre en place quand ils vont faire des comparaisons, par exemple, de collection de nombre d'objets, ou quand ils vont comparer des longueurs. Ça va consister à ne pas confondre, par exemple, le nombre d'un objet dans une collection et la place que va prendre cette collection. Quand les élèves apprennent la lecture, ça va consister à ne plus confondre certaines lettres, par exemple le B et le D, ou le P et le Q, qui sont les mêmes lettres en miroir, en script, et le cerveau va activer, pour reconnaître ces lettres, un algorithme automatique qui est l'identification en miroir des formes. Donc l'identification, ça veut dire les considérer comme identiques. Et il va falloir désactiver cet algorithme pour en activer un autre, qui est de distinguer les figures selon leur orientation. Alors un autre jeu un petit peu dans ce goût-là, c'est le jeu de Jacadie, qui est très connu. Les élèves aiment beaucoup ça. Si on n'a pas dit Jacadie, il faut pas faire ce que la maîtresse dit, alors que on a envie d'appliquer la consigne que la maîtresse donne. Donc là, les élèves ressentent bien ce qu'est l'inhibition. L'inhibition, nous dit Olivier Houdet, c'est une forme de contrôle cognitif et comportemental qui permet au sujet de résister aux habitudes, aux automatismes, aux tentations, aux distractions et aux interférences. Donc là, on rejoint un petit peu aussi le versant inhibition de l'attention dont on parlait tout à l'heure. Et de s'adapter aux situations complexes par la flexibilité. Donc réfléchir, c'est résister à soi-même. La réflexion mène à la flexibilité qui est le trésor du cerveau suivant. Alors, l'inhibition, la réflexion, je l'ai représentée par un paresseux, pour des raisons évidentes, parce que réfléchir, ça implique de faire une pause, ça implique de ralentir, et en plus, ça permet de voir les choses d'une manière différente, d'où le paresseux avec sa tête à l'envers. Et puis, les enfants aiment beaucoup Monsieur Pause ou Madame Pause, le paresseux qui rappelle Flash dans Zootopie, qui a fait rire tout le monde. Donc dans l'icône du mandala, ça va être un petit hamac. Alors il y a un test emblématique de l'inhibition cognitive que beaucoup de monde a déjà vu passer, c'est le test de Stroop. C'est un test où on vous met, on écrit des noms de couleurs, mais dans une couleur différente du nom de la couleur. Alors ça, c'est un test qui fonctionne quand on a déjà la lecture qui est très très automatisée, ce qui fait que dire la couleur dans laquelle le mot est écrit devient compliqué, parce que le cerveau, automatiquement, il a envie de lire le mot. Donc si vous avez écrit jaune en bleu, vous avez envie de dire jaune et pas envie de dire bleu. L'inhibition, j'ai déjà donné quelques exemples concrets où elle est particulièrement prégnante en classe. On peut en donner d'autres en résolution de problèmes. Ça va être je vois des nombres, j'ai envie de les additionner parce que c'est un problème de maths, alors il faut que je fasse des choses avec, mais je dois réfréner mon envie de faire une addition pour trouver le sens du problème et faire peut-être une soustraction ou une multiplication si le sens du problème l'impose. Et cette inhibition, elle ne s'applique pas que dans le champ purement cognitif, elle est importante aussi dans le champ émotionnel et dans le champ des sentiments, puisque cette inhibition, c'est aussi ce qui permet de gérer ses émotions. Par exemple, je suis en colère, avant d'exploser, j'essaye de comprendre
déjà de percevoir que je suis en colère, c'est la perception de l'émotion, c'est ce qu'on appelle le sentiment, de comprendre pourquoi je suis en colère et qu'est-ce que je peux faire de cette colère. C'est aussi dans le cadre de la vie sociale, je vois un copain qui fait une bêtise et le copain a l'air de trouver que cette bêtise est rigolote, bah moi je vais être plus malin ou maligne que le copain qui fait la bêtise et je ne vais pas faire pareil, je ne vais pas l'imiter, même si j'en ai très envie, je vais réfléchir un petit peu à ce que je peux faire d'autre, à quelle alternative j'ai à l'effectuation de cette bêtise. Donc l'inhibition, elle a aussi un lien très important avec un autre trésor du cerveau que nous verrons après, les sentiments. Pour Olivier Houdet, l'inhibition qu'il appelle créatrice, c'est vraiment la clé de l'intelligence pour lui. Je l'ai même déjà entendu dire qu'on pourrait résumer l'intelligence à cette inhibition. Alors j'ai envie de dire, personnellement, je ne réduirai jamais l'intelligence à une seule fonction. Au contraire, comme je l'ai dit en introduction, pour moi, être intelligent, c'est être capable d'utiliser tous ces trésors d'une manière harmonieuse. Mais clairement, l'inhibition a un rôle vraiment clé dans chaque apprentissage, puisque apprendre, c'est toujours dans une certaine mesure désapprendre pour réapprendre autre chose. Et pour moi, être intelligent, c'est tisser un beau filet avec tous ces trésors, puisque toutes les fonctions se répondent et se reflètent les unes dans les autres. On l'a évoqué déjà, la flexibilité, c'est ce à quoi mène logiquement la réflexion, l'inhibition. Une fois qu'on a réfléchi, une fois qu'on s'est arrêté pour reconsidérer la situation, bah, il faut trouver ce qu'on va faire. Il faut trouver la stratégie la plus adaptée. Et ça, c'est la flexibilité, représentée ici par un écureuil volant, un pot à touche, puisque l'écureuil volant va planer de branche en branche, comme la pensée qui va aller d'une stratégie à l'autre. Donc pour reprendre un exemple que j'ai donné avant en mathématiques, au lieu de faire une addition bêtement avec les nombres qu'on me donne parce que je vois des nombres et j'ai envie de faire une addition, bah, je vais comprendre le sens du problème et comprendre que c'est un problème multiplicatif, donc je vais faire une addition itérée ou une multiplication. Alors dans le petit diagramme mandala que j'ai fait, j'ai associé la flexibilité au saxophone pour l'idée de jazz et de capacité à improviser. Et à propos de capacité d'improvisation, la flexibilité, ça peut être un trésor du cerveau qui va pêcher quand on va souffrir de certains troubles. Alors pas dans tous les domaines, on peut être très flexible dans certains domaines et peu flexible dans d'autres. Alors, un jeu très amusant que j'aime beaucoup qui permet bien de travailler la flexibilité, c'est Bazar Bizarre. Alors c'est un jeu donc un peu bruyant qu'on ne va pas donner comme ça en classe en autonomie. Donc ça peut être à l'occasion de petits ateliers ou juste à la fin de l'année. Donc là on a Bazar Bizarre Ultime, on a aussi le Bazar Bizarre de base. Donc c'est plus 8 ans et on a Bazar Bizarre Junior pour les plus petits à partir de 3 ans. Donc ça fonctionne très bien, les élèves aiment bien, on s'amuse beaucoup. C'est un jeu de vitesse, mais il va falloir faire preuve de flexibilité le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment rigolo. Ça fait pas spécialement travailler la flexibilité, mais c'est BioViva, les jeux BioViva, et celui-là, je le montre parce qu'on a Madame Flexible dessus. Alors ça fait pas spécialement travailler la flexibilité, même si c'est une sorte de jeu de bataille avec des critères qu'on va choisir pour vaincre avec son animal. Donc sur les versions 7+, ça va être le poids, la longueur, la longévité, la gestation par exemple. Après on a des versions simplifiées pour les plus petits avec seulement 2 critères. Donc voilà, c'est là on peut trouver un petit peu de flexibilité, mais c'est surtout qu'en classe c'est bien parce que en autonomie ça fait pas de bruit, ça apprend plein de choses sur les animaux aux élèves et j'en ai plein. J'ai Super pouvoir des animaux avec Madame Flexible dessus, les mystères de la jungle, les merveilles de la mer, les animaux rigolos. Sans transition, l'imagination. L'imagination, c'est la capacité à créer des images mentales. Et je la présente aux élèves, on la décrit comme ce qui permet de fabriquer des images dans sa tête. Donc souvent l'imagination, on va relier ça à la capacité d'imaginer des choses. Quand on parle d'imaginaire, on va l'opposer au réel. Or, l'imagination ne s'oppose pas au réel,
elle permet de restituer le réel dans sa tête. C'est de créer des cartographies dans sa tête de ce qui peut exister en vrai, mais avec l'aspect créatif, ça va être aussi effectivement de générer de la nouveauté. Donc souvent on confond un peu imagination et créativité, c'est vrai qu'il y a un lien important entre les deux, mais au sens strict, l'imagination c'est pas... Ça peut être simplement la capacité à créer des images mentales. D'ailleurs, il y a des gens qui souffrent d'une incapacité à générer des images dans leur tête, ça s'appelle la fantaisie. Donc l'imagination, elle permet d'une part de constituer des cartographies mentales qui sont fondées sur des objets concrets, et ces images internes, selon le psychiatre Antonio Damasio, ça fait partie des éléments de base du psychisme avec les sentiments. Donc, il y a deux objets de base du psychisme en fait, les cartographies et les sentiments. Et d'autre part, l'imagination, c'est un peu, selon moi, la fonction même de l'abstraction. Parce qu'il s'agit de cartographier aussi des relations entre des symboles, de cartographier des relations sémantiques, des significations, et de cartographier des relations entre des objets abstraits. Alors j'y inclus donc dans l'imagination la planification, puisqu'il s'agit de créer aussi, quand on planifie, des relations entre des objets dans le temps, selon une articulation causale et selon une signification particulière qu'on donne à ces objets. Donc les problèmes mathématiques sont typiquement un lieu privilégié de l'exercice de l'imagination, puisqu'il faut arriver à se représenter le problème et donc conjointement à l'inhibition et à la flexibilité. Alors pour travailler l'imagination dans son acception la plus simple, qui est de se faire des images mentales, l'exercice dont j'ai déjà parlé, de dessiner ce qu'on a entendu, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de la planification, il y a des jeux chez les Smart Games qui sont pas mal. Par exemple, le code couleur. Alors, je ne l'ai pas mis dans l'article, celui-là, mais je pourrais le rajouter. Je le rajouterai, je pense. Où il faut reproduire des images en superposant des calques. Mais bon, chez Smart Games, on peut trouver plein de jeux intéressants du point de vue de la planification et de la logique, dont on reparlera après. Pour ce qui est du versant imagination, mais créativité, sérendipité, là j'ai ma séance d'art plastique favorite qui mériterait une vidéo à part entière, surtout qu'en fait c'est pas une séquence, c'est plusieurs séquences, puisqu'il s'agit de la séquence que j'avais présentée dans mon dossier pour le concours, et que du coup depuis 6 ans j'ai peaufiné, j'ai retravaillé avec plusieurs branches, plusieurs versions selon les niveaux et selon ce que j'ai envie de travailler, selon les thématiques. Et disons pour expliquer globalement la base de la séquence, c'est de travailler à partir de tâches dans la reconnaissance de formes animales qu'après on retravaille. Donc on travaille sur le phénomène de pareidolie, le cortex singulaire qui s'active pour trouver du sens dans quelque chose qui apparemment n'en a pas. Donc l'imagination, c'est aussi la fonction du sens, de la signification, que je ferai correspondre un petit peu à l'intuition de Carl Gustav Jung. Et ensuite, à partir de ces images, de ces animaux retravaillés en 2D, on va aller progressivement vers la 3D, mais je pense que je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Parfois, je pars aussi pour cette séquence de la symétrie, parce que j'aime beaucoup travailler sur la symétrie en géométrie. Comme activité de départ, comme situation de découverte, j'aime bien partir de la peinture, que ce soit avec des CP ou avec des CM, c'est toujours assez satisfaisant à faire. Et ça peut donner des choses comme ça, là, une petite grenouille, production d'élèves, que je vous montre là. D'ailleurs, là, j'ai représenté l'imagination par un animal qui est un petit peu, pas mon animal totem, mais un peu un animal emblématique pour moi, c'est le chat-dragon. Et je propose aux élèves de choisir eux-mêmes leur propre animal qui représente l'imagination. Et cet animal, c'est un des animaux qu'ils vont trouver au cours de leur séquence d'art plastique. Donc c'est leur représentation personnelle de ce trésor du cerveau qui est si important. Un autre trésor du cerveau que les élèves vont représenter d'une manière personnelle, ça va être évidemment les sentiments. Les sentiments sont le 6e trésor du cerveau et les sentiments sont au même titre
que, au même titre que les cartographies mentales dont j'ai parlé juste avant, les composantes de base du psychisme. Donc les sentiments, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est ce qui est produit quand nous percevons nos émotions. Donc on peut résumer un peu ça comme ça, c'est quand nos émotions sont perçues, sont reçues par les parties de notre cerveau, de notre psychisme, donc qui sont liées à notre personnalité, qui sont liées aux fonctions cognitives supérieures, là les sentiments apparaissent, en gros, pour résumer. Donc ça, cette définition des sentiments comme les perceptions des émotions, c'est Antonio Damasio qui la donne, notamment dans L'ordre étrange des choses. Donc les émotions et les sentiments sont des choses assez différentes, bien que dans le langage courant, enfin différentes, sont des choses qui sont fortement liées mais ne sont pas la même chose, bien que dans le langage courant on les utilise comme des synonymes. Et ça, je l'explique un petit peu aux élèves. Je leur explique que c'est un petit peu différent, mais que souvent on va les employer comme des synonymes quand même. Mais on essaie de l'expliquer un petit peu ces différences. Donc avec les élèves, on va plutôt dire que les émotions, on les ressent avec tout le corps. Les émotions, on ne les maîtrise pas. Elles arrivent en réaction à des choses qui se produisent, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de nous. Ces émotions, on ne les contrôle pas. Par contre, ce qu'on contrôle, c'est la façon dont on peut les percevoir et la façon dont on les gère, ce qu'on en fait. Quand les émotions surgissent, on les perçoit et ça permet d'y réagir ou d'agir. Des sentiments et des pensées qui vont naître de la perception de ces émotions, de nouveaux sentiments et de nouvelles pensées vont apparaître. Donc les émotions surgissent sans qu'on ait vraiment prise dessus, mais d'une certaine manière, les émotions, elles vont quand même s'éduquer. Mais ça, mais là, bon, je pars un petit peu loin, c'est un sujet, c'est pas vraiment le sujet ici. Donc en CP, quand nous parlons de la santé et du corps humain, on se pose la question, que peut le corps ? Alors le corps, il peut avoir des sensations. Là, on parle des 5 sens, on parle des sensations comme le chaud, le froid, la fatigue, l'énergie. Et là, les sensations, on explique que la différence avec les émotions, c'est que les sensations, c'est vraiment lié au corps et on peut avoir des émotions différentes. Il y a des sensations différentes. Je peux avoir froid et être joyeuse, je peux avoir froid et avoir peur, je peux avoir froid et être en colère. Mais les émotions vont pouvoir donner certaines sensations. Par exemple, si j'ai peur, je peux avoir des frissons. Si je suis en colère, j'ai le cœur qui va battre plus vite, je peux avoir une sensation d'énergie, alors que quand je suis triste, je vais plutôt avoir une sensation d'abattement. Donc les émotions sont un peu plus, on va dire, dans la tête que les sensations, mais elles concernent quand même tout le corps et elles vont engendrer des sensations. Ensuite, les sentiments, on explique que les sentiments, c'est donné par les émotions et c'est encore un petit peu plus dans la tête. Et les sentiments, c'est un peu plus compliqué que les émotions et souvent, c'est lié aux relations avec les autres. Donc les sentiments, ça peut être la solitude, l'amour, l'amitié. Donc tout ça, ce sont... voilà, je vais pas donner tous les exemples possibles. Je pense que j'afficherai un petit exemple de ce qu'on a pu faire en classe avec les émotions et les sentiments qui sont inscrits dans la fleur. Voilà, je travaille beaucoup avec les élèves sur une corolle lexicale que l'on complète tout au long de l'année avec ses pétales. Qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, tout au long de l'année, on complète cette fleur avec le travail mené en poésie, en art plastique, en musique, en lecture suivie, et même à l'occasion en EMC, à l'occasion d'autres disciplines aussi. Donc on parle, les pétales correspondent à des émotions de base et à l'intérieur on va ranger des émotions qui peuvent être composites, des sentiments qui vont être composites, plus ou moins complexes, plus ou moins sophistiqués, et qui pourront correspondre à plusieurs pétales. Donc ça c'est très intéressant comme travail à faire, de voir un petit peu comment les sentiments peuvent mêler plusieurs émotions et d'autres sentiments aussi. Donc ça c'est un travail que je fais, la corolle des émotions et des sentiments, pas dès le CP, ils sont beaucoup trop petits, mais dès le CE1, et je fais ça aussi avec des CM. Alors ce travail sur les sentiments, pourquoi est-ce qu'il est important en classe ? Notamment parce que les sentiments, on en a besoin pour que pour que tous les trésors du cerveau, pour que toute la cognition fonctionne bien.
Les sentiments ne s'opposent pas à la rationalité, les sentiments sont une condition de la rationalité. Des sentiments qui ont besoin d'être éduqués aussi. Et par sain, je veux dire en congruence chez l'individu. Voilà, les sentiments sont primordiaux dans la cohérence globale de l'individu et ils donnent du sens aux autres trésors. Les sentiments, avec l'imagination, sont la fonction du sens, de la signification et aussi de la direction. Donc le sens dans ces deux acceptions. C'est les sentiments qui vont diriger la pensée. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Les sentiments, les émotions et leur importance dans la construction du psychisme et de l'intelligence, j'en ai beaucoup parlé dans Arborescience déjà, et je pense que je vous mettrai les liens en description. Et juste avant de passer au trésor suivant, les sentiments d'une manière générale sont importants, mais on a aussi des émotions qui jouent un rôle particulier, qui jouent un rôle crucial dans la construction de l'intelligence en tout premier lieu. C'est ce qu'on appelle les émotions cognitives. C'est Olivier Houdet qui les appelle comme ça, me semble-t-il. On les appelle aussi les émotions épistémologiques, puisqu'elles vont jouer un rôle dans la construction de notre connaissance. Pour Olivier Houdet, ces émotions sont le doute, la curiosité et le regret. Parmi les émotions sur lesquelles on insiste beaucoup, on a l'émotion cognitive de la curiosité qu'on va lier à des sentiments importants qui vont être l'émerveillement, l'enthousiasme, qui sont évidemment des sentiments à cultiver en classe. Avec les plus petits, j'aime bien travailler sur la reconnaissance des émotions et des sentiments dans les œuvres d'art. Je n'ai pas encore fait de page sur le site avec ces fiches, mais je le ferai probablement pendant les vacances ou plus tard, mais je le ferai un jour. Je vous mets quelques exemples là en images. Donc souvent en lien avec des albums comme La couleur des émotions maternelles, le loup aussi, les albums du loup, le loup qui apprend à gérer ses sentiments, qui sont vraiment bien. Donc évidemment on travaille sur la reconnaissance des émotions à partir des expressions faciales qu'on va retrouver dans les œuvres d'art, mais même à partir de l'évocation de ces émotions et de ces sentiments par les couleurs, par l'énergie des lignes. Donc il y a plein de manières de les exprimer. Et évidemment en art plastique on réinvestit ça en trouvant la manière personnelle que vont avoir les élèves pour exprimer leurs sentiments. Alors en anglais avec les plus grands on peut aussi travailler sur les œuvres d'art, sauf qu'au lieu de nommer les émotions en français on va les nommer en anglais. Ce que j'aime bien aussi pour favoriser l'empathie, c'est travailler la reconnaissance des émotions dans le règne animal, notamment chez les chats, les chiens et autres animaux familiers, et dont les expressions corporelles sont très parlantes et justement familières aux élèves. Alors ça va être intéressant par exemple de noter les différentes expressions entre des chats et des chiens, les différences entre les espèces et parfois même les différences entre les individus. Dans chaque espèce on a des constantes dans l'expression des émotions. Un chat en colère, un chat content, un chat qui a peur, ça se voit tout de suite, mais parfois on a des petites variantes individuelles. Les chats ont parfois des manières différentes d'exprimer leur joie, comme c'est le cas chez les humains, donc ça c'est intéressant de l'explorer avec les élèves aussi. Ça peut donner lieu à des productions d'art plastique ou à des productions d'écrits. Donc on peut travailler sur ce qu'il y a d'universel dans l'expression des émotions et des sentiments et ce qu'il y a d'individuel. D'ailleurs, petite parenthèse, là c'est pas pour travailler ça avec les élèves, mais ça c'est plutôt intéressant pour les adultes. Je sais plus, je crois pas que c'est Michel Pastoureau, lui il a travaillé sur l'histoire des couleurs. Je me demande s'il n'avait pas aussi travaillé sur l'histoire des émotions et des sentiments. Mais je suis à peu près sûre qu'il y a une historienne qui l'a fait, et là je retrouve pas le nom. Elle a fait quelques émissions sur France Inter sur la manière dont sur l'aspect culturel des sentiments. Par exemple, la vergogne, c'est un sentiment typiquement médiéval. Ça on le verra pas avec des élèves d'élémentaire, mais pour nous, peut-être même pour des élèves, je sais pas, de collège-lycée, ça peut être intéressant à étudier. Pour conclure sur les sentiments, alors les sentiments, je les ai représentés par des signes.
sachant que, pareil, à travers l'art plastique, c'est les élèves qui vont pouvoir trouver leur propre mascotte pour leur trésor des sentiments. Alors pourquoi le cygne? Une poésie que j'aime beaucoup travailler avec les élèves, c'est Le Petit Cygne de Maurice Carême, qui est une poésie toute douce, pleine de tendresse, et la tendresse, c'est une émotion fondamentale qu'on n'évoque pas assez, et que d'ailleurs, c'est pas évoqué, par exemple, chez Antonio Damasio. Je comprends pas que Antonio Damasio, par exemple, range parmi les émotions fondamentales la joie, mais qu'on n'ait pas d'autres émotions positives qui sont en fait tout aussi fondamentales et qui sont pourtant bien distinctes de la joie. Donc la tendresse, je travaille aussi beaucoup dessus, et la poésie, Le Petit Cygne de Maurice Carême, pour ça, elle est super. Surtout avec les petits. Enfin, les petits CP, CE1, CE2, avec les CM aussi. Alors les signes, parce que j'explique aussi aux élèves, comme j'aime beaucoup travailler sur les animaux avec eux, que chez de nombreuses espèces d'oiseaux, le mâle et la femelle forment un couple de longue durée, parfois pour toute la vie, et que les cygnes sont très très attachés à leur partenaire. Alors on change d'animal, et cette fois-ci on arrive à un autre animal qui peut paraître tendre, mais qui est à la fois féroce pour défendre ses petits. C'est l'ours, la maman ours, qui représente la volonté, le 7e trésor du cerveau. J'explique aux élèves que j'ai choisi l'ours parce que la maman ours, pour protéger ses petits, elle est capable de poursuivre les personnes, les autres animaux qui menacent ses petits très 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 longtemps, et avec acharnement, jusqu'à ce qu'elle les neutralise. Donc la volonté, c'est aussi indispensable, et nous en classe on va surtout le relier à la notion de motivation. La volonté, en fait, c'est un terme qui est, comme tous les autres trésors du cerveau, mais peut-être encore plus, assez polysémique, qui peut avoir des définitions variables selon le champ de la connaissance. En théologie, on va avoir une certaine définition de la volonté, en philosophie. Donc là, nous, vraiment, on rattache ça à la notion de motivation. Alors tout le monde a sûrement déjà entendu cette phrase, quand on veut, on peut. C'est une phrase qui peut être très bien. C'est une phrase qui peut être destructrice aussi. C'est une phrase qui peut effectivement redonner de l'espoir, de la motivation et de la volonté à quelqu'un, mais ça peut être aussi une phrase extrêmement démotivante, décourageante et culpabilisante pour les gens qui en fait ont des problèmes de motivation et qui n'y peuvent rien, par exemple quand on est en dépression. Voilà, c'est la volonté, c'est pas que paradoxalement une question de volonté. La volonté, elle est aussi liée à certains déterminismes. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas prise dessus. Voilà, moi derrière la volonté, on a aussi un petit peu la notion de libre arbitre, qui est aussi une notion... donc on a une notion de liberté qui est fondamentale derrière la notion de volonté. Là, on rejoint plus le versant philosophique de la volonté. Donc la volonté, ça peut se travailler. Et la motivation, on a des leviers pour agir dessus. Donc pour bien travailler dessus, il faut arriver à identifier ce dont il s'agit. La volonté, c'est une sorte de carburant émotionnel. C'est ce qui permet d'agir. C'est ce qui permet de commencer à agir. Donc c'est un petit peu déjà l'élan qui va permettre d'agir. Ça, c'est la volition. Et ensuite, il y a la volonté qui permet de persévérer pour atteindre un but. La notion d'objectif est indissociable de la notion de motivation. Donc là, c'est la motivation qui va permettre l'endurance et la persévérance. Cette motivation, elle dépend étroitement des émotions et des sentiments. C'est pourquoi dans le diagramme, elle est juste à côté. D'ailleurs, j'ai pas trop parlé encore de la disposition des éléments dans le diagramme, mais je pense que j'y reviendrai plus tard. Ça dépend aussi de la confiance en soi, ça dépend du sentiment de compétence, donc les leviers pour agir dessus en fait sont assez nombreux. Alors une des choses importantes, une des théories importantes à connaître quand on parle de motivation, c'est la théorie d'autodétermination de Deci et Ryan, qui est celle de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque. Je vais pas trop m'y attarder ici parce que ça risque d'être un peu fastidieux. Vous aurez le détail dans l'article, mais en gros, il y a des choses qui seront plus détaillées dans l'article et des choses qui sont un peu plus détaillées dans la vidéo. Les deux vont se compléter. La motivation extrinsèque, typiquement, c'est la carotte et le bâton. C'est la récompense et la punition. C'est
être motivé à faire quelque chose, pas pour la chose elle-même, mais pour les récompenses qu'on pourra en tirer, ou par peur d'une punition. Alors qu'au contraire, la motivation intrinsèque, elle va venir elle est liée au plaisir que l'on prend à exécuter une tâche, à l'intérêt qu'on y trouve, et ça peut être lié à l'objectif, mais aussi parce que l'objectif est lié à notre désir personnel. Cette motivation intrinsèque, elle est liée à l'émotion cognitive de la curiosité. Donc dans la fleur, c'est tout ce qui correspondrait à l'intérêt, à l'enthousiasme, à l'émerveillement. Et en classe, même si on peut ponctuellement utiliser des outils liés à la motivation extrinsèque, ça peut aider, mais le but c'est vraiment de favoriser la motivation intrinsèque. Surtout que encourager la motivation extrinsèque, en fait, c'est contre-productif. Il y a des études qui ont montré, alors les références pareilles seront dans l'article, que une personne qui était motivée au départ d'une manière intrinsèque à effectuer une tâche, si on ajoute à cette motivation intrinsèque des sources extrinsèques de motivation, ça va amenuiser la motivation intrinsèque. Donc les sources de motivation extrinsèque, même si elles peuvent être utiles, efficaces sur le moment, en fait, sont contre-productives sur la durée. Une autre manière d'encourager la motivation intrinsèque, ça peut paraître paradoxal, parce qu'on peut l'assimiler à une récompense, mais c'est de faire des compliments sur la qualité de l'effectuation d'une tâche. Ça peut être de valoriser aussi le résultat, même si l'objectif ne va pas être que l'élève travaille pour avoir des bonnes notes. Ça, la note, c'est aussi de la motivation extrinsèque, mais c'est de valoriser la tâche par le résultat qu'elle a produite. D'ailleurs, même pour un enfant qui aurait de la motivation intrinsèque mais assez lâche pour quelque chose, et ça c'est valable en classe mais aussi à la maison, hein, c'est un conseil à donner aussi aux parents aussi. Si vous ne vous intéressez pas du tout à ce que font vos enfants, les enfants peuvent se démobiliser pour cette tâche même si au départ ça leur plaisait. Alors selon les personnalités des personnes, on peut avoir une motivation intrinsèque suffisante pour persévérer malgré l'absence d'intérêt de l'entourage. Personnellement, j'ai pas besoin qu'on s'intéresse à ce que je fais pour faire ce que je fais. Et ça, c'est depuis que je suis toute petite. Il y a des choses qui me passionnent et je travaille dessus comme une acharnée parce que ça m'intéresse sans avoir besoin de retour extérieur. Mais pour des tâches qui me motivaient moins, qui m'étaient plutôt imposées et auxquelles j'ai consenti vaguement, l'absence d'intérêt de l'entourage a fait que j'ai complètement abandonné et que je me suis focalisée uniquement sur ce qui m'intéressait intrinsèquement le plus. Typiquement la musique, vous pouvez encourager votre enfant à faire un instrument de musique. Si vous ne vous intéressez pas à ce qu'il va produire, surtout que ça demande vraiment un investissement important, un investissement cognitif assez important et de la persévérance, votre enfant risque de lâcher assez vite. Pour ce qui est aussi de favoriser la motivation, je pense que les trésors du cerveau, tout simplement, la découverte de ces trésors, la métacognition d'une manière générale, permet la motivation parce que ça donne du sens aux apprentissages. Les élèves savent que si on doit apprendre à lire, apprendre à écrire, c'est pas juste pour faire plaisir à l'adulte, pour avoir une compétence acquise et faire plaisir aussi aux parents, c'est parce que ça permet à l'individu de se développer, ça permet aux enfants simplement de grandir, de devenir qui ils sont appelés à devenir et quelle plus grande source de motivation que ça. Alors évidemment, on va pas le dire avec des mots comme ça aux enfants, ce sera plus ou moins implicite, on leur dira que... implicite, ce sera explicite mais avec des mots un peu plus simples. Mais ça, je veux dire, c'est quand même la source de motivation, je pense qu'on peut pas trouver mieux que cette source de motivation-là. Alors il y a certains élèves qui n'en auront pas besoin parce que pour eux ce sera assez évident. On a des tempéraments différents aussi parmi les élèves. Il y a des élèves qui n'ont pas besoin d'être motivés pour apprendre. Il y a des élèves qui ont envie, qui ont soif d'apprendre, qui ont soif de connaissances, qui s'intéressent à plein de choses. D'autres élèves qui vont être plus difficiles à motiver. Voilà, je pense que ça, leur souligner l'importance de ce développement de leur personnalité, de leur potentiel, on ne parlera pas de potentiel avec eux, mais le développement de ce qu'ils sont, ça me paraît être assez fondamental. Puisque ces trésors du cerveau, c'est eux qui vont permettre la constitution de notre personnalité, de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport au monde, donc quoi de plus important ? Trésor du cerveau, et pas des moindres, c'est la logique. Dans la logique, deux acceptions, donc une acception restreinte
qui est celle du raisonnement logico-mathématique pur, fondé sur des réponses binaires. Et ensuite, dans un sens plus large, la logique, c'est la cohérence de la pensée, c'est la capacité à organiser une pensée cohérente. Donc on va voir les deux sens l'un après l'autre. D'abord, le raisonnement logico-mathématique. On découvre le trésor de la logique en maths, en mesure plus précisément avec les CE1, quand on aborde les masses, les mesures de masse. En fait, quand on résout des espèces d'inéquations avec la balance de Roberval, là on explique qu'on travaille la logique. C'est une bonne manière de commencer à exercer la logique pour elle-même. Évidemment, vous avez aussi d'autres choses. Vous avez les sudoku. Enfin, on a plein de petites activités qu'on peut mener en classe pour travailler la logique pour elle-même. En CP, par exemple, les algorithmes peuvent bien s'y prêter. Les coloriages, j'avais entendu dire que les algorithmes, ça servait à rien. Donc les algorithmes, ce qu'on appelle l'algorithme en maternelle en CP, ça va être de réaliser des séries en fait. C'est des séries de formes ou des séries de couleurs ou des séries de formes colorées qui vont s'appuyer sur la répétition d'un même motif. Moi je pense que si c'est utile parce que le repérage des régularités, ça fait partie d'une compétence importante qu'on doit entraîner et qui sera utile après dans tous les domaines. La science, elle se fonde justement sur l'identification de régularités dans la nature. Donc c'est fondamental cette capacité à repérer des régularités et surtout de repérer des règles et une logique derrière ces régularités. Donc évidemment, et la logique, on s'en sert notamment dans les problèmes, hein, comme je l'ai déjà dit, la résolution de problèmes. C'est vraiment un lieu où on entraîne de nombreux trésors d'une manière assez intense. Et en problème, je pense que l'année prochaine, je vais commencer ma programmation par des petits problèmes non numériques qui vont impliquer simplement des raisonnements logiques. Alors j'ai trouvé quelques bouquins, je ne vais pas tous les présenter, mais notamment des vieux livres, puisque les écoles souvent font un petit peu de tri dans leurs ouvrages et on peut les récupérer pour éviter que ça finisse à la poubelle. Donc des jeux pour s'entraîner à raisonner à partir de 8 ans, et là de 6 à 8 ans. Mais après, dans les publications récentes, on trouve plein de petits ouvrages qui proposent des énigmes, des jeux de logique, sous forme de sudoku ou sous forme de puzzle, enfin sous des formes très très diverses et ludiques. Donc ça, pour commencer l'année, je pense que c'est pas mal. Et pour la finir aussi. Alors ensuite, en deuxièmement, la logique, au sens plus large, c'est la capacité à organiser une pensée qui est cohérente. Alors avant de prendre ces deux points un par un, dans les mascottes, la logique est représentée par la pie, parce que la pie, c'est un animal très malin, comme tous ses cousins les corvidés. Donc la pie, en noir et blanc aussi, parce que le raisonnement logico-mathématique, c'est un raisonnement fondé sur des réponses purement binaires. Et dans le mandala, je l'ai opposé au sentiment, parce que, alors pas parce que les deux s'excluraient, hein, vous avez bien compris, j'arrête pas de le répéter que ça ne s'exclut pas, que les deux doivent fonctionner ensemble, mais je les ai opposés dans le sens où je ferais correspondre le trésor des sentiments un peu à la fonction sentiment de Carl Gustav Jung et la logique à la pensée, la fonction pensée de Carl Gustav Jung, les sentiments étant une fonction de jugement, de jugement qui relève purement de la subjectivité, alors que la logique est une fonction de jugement mais qui relèverait davantage de l'objectivité. Voilà, pour simplifier. Alors, on va revenir sur la logique au sens restreint. Alors, j'ai déjà évoqué quelques petites choses qu'on peut faire pour entraîner cette logique. Les inéquations avec les balances de Roberval, les petits jeux qu'on peut trouver dans les bouquins. Il y a aussi des jeux de société, enfin des jeux de société, du coup non, c'est plutôt des jeux solitaires qui s'y prêtent bien. Donc les smart games, hein, j'ai évoqué les smart games, moi à la maison j'en ai pas mal parce que personnellement j'aime bien. Et un jeu que j'ai utilisé récemment en APC avec les élèves pour vraiment travailler purement le raisonnement logique, c'est Birds.
Bird, c'est un jeu qui en plus est très 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 joli. C'est un jeu de Johan Levet, donc édité chez Banquise Éditions dans la gamme Logique. Et en fait c'est un jeu qui consiste à placer des petits oiseaux colorés sur un fil dans le bon ordre. Donc là le fil, ce qui va servir de fil, c'est le bord de la boîte. Les petits oiseaux colorés, vous en avez 6, vous allez venir les positionner comme ça sur le fil. Et pour les positionner, vous avez des cartes, donc des cartes comme ça. Donc là c'est dans la série des plus compliquées avec les 6 oiseaux. Donc on commence avec les 3 oiseaux et puis après on complexifie. Les 3 oiseaux, ça permet de se familiariser avec la mécanique, avec les consignes. Puisque sur chaque carte, vous allez avoir des consignes de placement. Et il va falloir déduire les placements d'autres placements en fait pour pouvoir positionner tous vos oiseaux dans le bon ordre. Et derrière, vous avez la solution. Donc c'est un jeu qui est très joli, qui est très bien fait. Moi j'ai réalisé toutes les cartes pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et effectivement, on est amené à des raisonnements de plus en plus sophistiqués. Birds, je l'ai utilisé en APC avec un groupe de 3 élèves pour travailler spécifiquement le raisonnement logique. Et pour ce faire, donc je n'ai qu'une boîte de jeu, mais ce que je faisais, c'est que je leur présentais la carte, et chaque élève avait des petits cubes de couleurs qui correspondaient aux 6 couleurs des oiseaux, et chacun sur sa table mettait les cubes dans l'ordre, et après ensemble on vérifiait sur la boîte avec les oiseaux, et on regardait la carte, et ils étaient tout fiers et tout contents quand ils avaient juste, c'était assez... ça leur a plu. Dans un sens plus large, le trésor de la logique, ça consiste à produire une pensée cohérente. Donc c'est le trésor qui permet de débusquer des failles dans un raisonnement, des contradictions dans un propos, à identifier certains biais et à conserver une capacité à rester bien ancrée dans le réel. La tâche, elle peut s'appliquer à une production d'écrit, quelle qu'elle soit. On vérifie que les informations données dans le texte ne se contredisent pas, que le point de vue est cohérent. Et une autre activité qui pourrait servir de lieu privilégié à l'exercice de cette logique, ce serait le débat à visée philosophique dont on aimait bien nous parler à l'ESP, mais que en fait on est assez peu à avoir vraiment tenté. Pour ma part, je n'ai pas mené de débat à visée philosophique en classe, mais... Ce que je pense, c'est que, déjà parler de philosophie en élémentaire, c'est prématuré, mais ce qui est certain pour moi, c'est qu'en élémentaire, on va préparer à la pensée philosophique. On va faire un peu de la proto-philosophie, si on veut. Il y a un temps pour tout. En école élémentaire, on va poser les fondations qui permettront plus tard de faire de la philosophie, c'est-à-dire de développer le sens d'une certaine rigueur, comme celle qu'on a en géométrie quand on donne des définitions ou quand on donne des propriétés. Tout le travail qu'on va faire en vocabulaire sur les relations sémantiques entre les mots, sur la polysémie, sur la synonymie, sur les mots génériques et spécifiques, tout ça, ça va être fondamental dans la construction de cette pensée. Et ensuite, cette rigueur-là, on peut la réinvestir si on veut en EMC, dans des débats à visée proto-philosophique. On va plutôt que de vouloir à tout prix donner sa réponse à une question, chercher à définir correctement les termes d'une question pour déjà pouvoir bien penser les enjeux de la question. Alors, si je reprends, je pense que pour moi, il y a 3 lieux privilégiés de cette proto-philosophie, on va dire. Donc on a la géométrie, puisque j'insiste dès le CP sur l'importance de restituer des définitions claires, des définitions qui sont nécessaires et suffisantes, on va dire. Donc l'importance de comprendre ces définitions et ensuite de les restituer d'une manière
claire, nécessaire et suffisante. Il y a aussi l'importance donc du vocabulaire choisi pour les définitions, les propriétés, mais aussi l'importance de la syntaxe et du vocabulaire choisi. Donc en CP, quand on décrit des figures par exemple, on commence à décrire des figures planes ou même des solides. Une arête et un côté, c'est pas la même chose. Un exercice qui est bien aussi pour ça, c'est de faire, donc pour les plus grands surtout, de faire écrire des définitions. Ça peut être un jeu. Alors par exemple avec les grands, on travaille sur les solides, sur la description de solides. Donc on a un élève qui va avoir une caisse avec des solides dedans. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre, j'ai des super solides en papier à partir des œuvres de Escher, c'est très très beau. Je vous les mettrai, je vous les mets en image. Donc un élève a cette caisse de solides et doit faire deviner aux autres quel solide il possède. Donc en donnant une description complète et claire de son solide. Alors là, ça va être, on n'aura pas vraiment besoin de syntaxe, on aura surtout le vocabulaire réinvesti et avec le nombre d'arêtes, de face et de sommet, mais on pourra dire aussi si le solide est un solide droit, si c'est un polyèdre ou non, etc. Et pour les plus petits, ça peut être aussi, pareil, le même travail sur les solides, avec des solides simples, et un travail à l'écrit qui va être de donner certaines propriétés de son solide pour les faire deviner à un voisin. Donc après la géométrie fondamentale, pour moi le plus fondamental, c'est le travail en vocabulaire. Donc le vocabulaire, on le travaille évidemment en géométrie dans les autres disciplines, ça j'y reviendrai, notamment sur les termes génériques et spécifiques, mais on fait appel à la logique quand on parle des relations sémantiques entre les mots. Donc par exemple sur la synonymie, on voit que déjà rien qu'en parlant de synonymie, on aborde la notion de nuance, puisque en fait des termes ne sont jamais parfaitement ou quasiment jamais parfaitement synonymes, mais ils sont plus ou moins synonymes. Et on découvre même que la synonymie, elle peut dépendre du contexte. Donc là, ça rejoint la polysémie. On apprend qu'un mot a plusieurs sens selon le contexte, et ce n'est pas parce qu'un mot a plusieurs sens selon le contexte qu'on peut lui donner n'importe quel sens, qu'on peut lui donner le sens qu'on veut. Alors un exemple que j'aime bien travailler avec les élèves, c'est en sciences sur les animaux. Dès le CP, on parle des régimes alimentaires des animaux. Donc on parle d'animaux qui sont carnivores. Carnivore, ça correspond à un régime alimentaire. Carnivore, ça peut désigner les animaux qui se nourrissent de chair animale. Donc en CP, on voit que sont désignés pour leur régime alimentaire comme carnivores les chats, les aigles, les chouettes, les requins, etc. Mais carnivore, c'est un deuxième sens. Carnivore, ça désigne aussi un taxon, enfin un clade. Carnivore, c'est aussi... Les animaux carnivores, ce sont les animaux qui appartiennent à l'ordre des carnivores dans la classe des mammifères. Alors, les premières notions de taxonomie, on les voit parfois un petit peu dès le CP, puis en fait on affine un petit peu avec les années. Donc on peut commencer par parler des oiseaux, des mammifères. Quand on s'intéresse aux petites bêtes, on fait la différence entre les insectes qui ont 6 pattes et les myriapodes et les arachnides. Donc il y a plein de moyens de commencer à aborder ça d'une manière assez simple, en complexifiant au fil des années. Et ça c'est hyper intéressant aussi parce que ça permet de travailler les termes génériques et spécifiques. Alors pour revenir à mes carnivores, si je suis en train de parler de régime alimentaire, si je parle de carnivore, ça va être carnivore mange de la chair animale. Si je parle de grande famille d'animaux, ça va être carnivore au sens de la famille. Alors avec les élèves, je ne parle pas de clade ou de taxon, je vais parler de famille plus ou moins grande. Carnivore, c'est une petite famille dans la grande famille des mammifères. Donc si je dis que mon chat est carnivore, ou que la jeunette, c'est l'occasion de sortir mon jeu des 7 familles animales que je n'ai pas encore présenté en vidéo mais que je ferai un jour. La jeunette est un animal qui est carnivore dans les deux sens du terme. Donc, la jeunette, elle est là. Donc, je vous mettrai en incrustation aussi un magnifique animal beaucoup trop méconnu, la jeunette, qui pourtant vit dans le sud de la France. La jeunette, elle est carnivore parce qu'elle mange de la chair animale, et elle est carnivore parce qu'elle appartient à la famille des carnivores, comme les chats, comme les chiens, comme les belettes, comme les loutres. Mais si je vous dis que... je vais trouver aussi une carte de chouette. Mais par contre, si je vous dis que la chouette-culotte est carnivore, elle va être carnivore uniquement dans le sens où elle mange des animaux
et pas dans le sens où elle appartient à la famille des carnivores, puisque la chouette n'est même pas un mammifère, c'est un oiseau. Mais maintenant, si je vous parle du panda, alors j'ai fait une petite carte spéciale, alors il n'y a pas la carte du panda, j'ai pas fait de carte du panda, mais j'ai mis le panda dans ma carte leçon sur les carnivores, bah oui, parce que j'ai des petites cartes aussi qui me servent de leçon. J'ai des cartes avec les arbres phylogénétiques. D'ailleurs, j'ai une prof en IUT qui voulait utiliser ce jeu avec ses élèves et qui m'a dit que les cartes étaient trop petites, donc il faudrait que je refasse les cartes dans un format plus grand. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait c'est un peu compliqué, donc je ne l'ai pas encore fait. Bref, donc le panda est un animal carnivore, c'est un carnivore parce qu'il appartient à la famille Carnivora, mais ce n'est pas son régime alimentaire. Il n'est pas carnivore en référence à son régime alimentaire, puisque le panda est herbivore, il mange du bambou, mais il appartient à la grande famille Carnivora. Alors évidemment, quand on parle de polysémie, on dit aussi qu'un mot a différents sens et que souvent ces sens ils sont quand même liés entre eux. Pourquoi est-ce qu'on a appelé carnivore la famille des carnivores parce que elle est composée d'animaux qui essentiellement sont carnivores, qui ont une denture faite pour manger de la viande. Et il y a une exception, c'est le panda. Donc il y a un lien entre les deux. Ça n'empêche pas que les deux sens sont distincts. Ça n'empêche pas que les deux sens sont distincts et clairs. Rien qu'avec ça, on travaille le sens de la nuance. Le sens de la nuance, on le travaille quand on parle de synonymie, de polysémie, et aussi quand on parle de termes génériques et spécifiques. Donc la classification animale, ça s'y prête bien. On peut le faire aussi en géométrie. Par exemple, alors ça aussi c'est quelque chose de très important pour moi, d'expliquer aux élèves dès le CP, même si en CP on n'insiste pas beaucoup là-dessus, que en fait un carré c'est un rectangle, mais dont tous les côtés ont la même longueur. Donc tous les carrés sont des rectangles, tous les rectangles ne sont pas des carrés. Tous les rectangles sont des quadrilatères, mais tous les quadrilatères ne sont pas des rectangles. Donc ça, c'est du travail de géométrie, c'est du travail aussi de vocabulaire, et c'est du travail de formation de la pensée tout court. On peut d'ailleurs noter que la polysémie fait travailler la flexibilité cognitive, puisqu'il s'agit de s'adapter à un contexte pour trouver le sens d'un mot. Alors, et tout cela, notamment mettre les élèves en situation de communication entre eux, par exemple en géométrie en faisant décrire des figures, ça leur permet de constater qu'avoir des définitions claires et communes pour les mots, ça permet de communiquer. Déjà, c'est indispensable à la communication, mais ça permet aussi de penser, tout simplement. On ne peut pas penser les choses, le réel et les relations entre les éléments du réel si on n'a rien pour les nommer clairement. Ça permet de mettre en évidence qu'on a besoin de définitions claires, objectives, dans la mesure où elles s'appuient sur des éléments du réel que tout le monde peut percevoir. Ça se fonde sur des perceptions communes, indépendamment des variabilités perceptives individuelles. Par exemple, le travail sur les émotions, les sentiments, vocabulaire est aussi très important de ce point de vue. Alors, du point de vue de la nuance de la synonymie, pour vous remettre la fleur en vocabulaire, on va travailler sur la notion de synonymie à travers les pétales. Donc, les émotions qui vont se situer dans un même pétale vont être plus ou moins synonymes. Et à l'opposé, dans le pétale opposé, on aura plutôt des antonymes. Voilà, entre les deux pétales, on aura des antonymes entre eux. Alors, ce qui est aussi intéressant avec le travail sur les émotions et les sentiments, c'est que on acte le fait qu'il existe une dimension universelle dans ces émotions. Quand on parle des émotions de base, donc là, moi j'en ai mis 8, celles que vous voyez, les émotions, elles existent objectivement. Les sentiments aussi existent objectivement. On a tous des émotions et des sentiments. Les émotions relèvent d'ailleurs de phénomènes qu'on peut observer physiquement, de phénomènes physiologiques, même si les émotions ont une dimension qui est aussi psychologique et qu'on ne peut pas mesurer comme leur dimension physiologique. Toujours est-il que les émotions ont ces deux dimensions et relèvent de quelque chose qui reste, on va pas dire quantifiable, mais en tout cas observable et connu par tout le monde. Il y a une dimension objective. La dimension qui va être subjective dans les émotions et les sentiments, c'est leur contenu, pas leur existence. Et ça, c'est aussi intéressant d'en parler.
Je peux reconnaître que tu éprouves ce sentiment ou que tu as cette pensée. C'est pas parce que je reconnais que ça existe que je suis d'accord et que je valide le contenu. Je peux être en désaccord et je peux en discuter. Ça, pareil, c'est fondamental quand on règle des conflits en classe. Reconnaître que l'émotion de l'autre existe, que son sentiment existe, et qu'il a les pensées qu'il a, mais que je peux être en désaccord avec ses pensées, sans pour autant renier le fait qu'il ressente ce qu'il ressente. Donc à partir des définitions claires qu'on pose en classe, notamment sur ces notions de sentiment, d'émotion, de pensée et de sensation, on va cheminer progressivement vers des définitions de plus en plus abstraites, de proche en proche, et c'est comme ça qu'au fil des années, c'est comme ça qu'au lycée, on pourra finir par arriver à des notions plus abstraites qui relèvent vraiment qui relèvent de pensée philosophique et qui relèvent de métaphysique. Et ça se fait progressivement au cours de la vie et même au cours de l'âge adulte. Quand vous lisez des textes philosophiques à presque 40 ans, vous les voyez différemment que quand vous les avez lus à 20 ans, puisque vous avez mis du sens derrière ces concepts à partir de votre vécu, mais aussi à partir simplement de clarifications, de définitions de base qui servent de fondation à ces définitions de plus en plus abstraites. Donc ce travail, il est fondamental à mener avec les enfants, mais c'est un travail à faire en fait tout au long de sa vie. C'est d'autant plus important d'en parler aujourd'hui, parce que les quiproquos sont nombreux. Déjà parce on parle de choses différentes en fait quand on pense parler de la même chose, parce que la définition n'est pas claire, parce que la polysémie n'est pas reconnue, on ne se met pas d'accord parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le sens à donner à un mot dans le contexte du débat. Ou quand un mot a un sens différent pour chacun, là c'est même pas possible de communiquer dessus, c'est pas possible de penser ensemble, et c'est même pas possible, j'ai envie de dire, de penser d'une manière individuelle. On peut pas penser collectivement ni individuellement si le sens des mots est différent pour chacun, et en plus varie rapidement au cours du temps, en plus de varier selon les individus. Juste un exemple que j'ai vu récemment, c'est la distinction entre enfants et adultes. Alors l'idée c'est, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire la différence entre les enfants et les adultes, alors qu'en fait on sait pas trop quand commence l'âge adulte. Mais ce n'est pas parce que la maturation cérébrale et la puberté sont des phénomènes longs et continus, surtout la maturation cérébrale qui dure jusqu'à 25-30 ans, ce n'est pas parce que c'est long et continu que l'on ne peut pas définir ce qu'est un enfant et un adulte. Évidemment. Il est évident pour chacun qu'à 6 mois, à 4 ans, à 8 ans, un être humain est un enfant et qu'à 30 ans, on est adulte. Peu importe quels critères on choisit d'utiliser pour fixer la majorité, que ce soit 16, 18, 20 ans, ça ne change rien au fait que enfants et adultes permettent de décrire des phénomènes réels, tout en admettant que le champ de pertinence des mots, de leur définition, a un flou en son bord, mais comme n'importe quel terme a un flou en son bord. Si on en vient à considérer que parce qu'il existe un petit flou en bordure, le mot n'est pas pertinent, il ne veut rien dire, à ce compte-là on peut plus penser, enfin c'est applicable à n'importe quoi. Alors ce que je dis au sujet des enfants et des adultes, ça peut s'appliquer à de nombreuses autres définitions, notamment sur la notion d'espèce. On ne peut pas dire que les espèces animales n'existent pas, parce qu'il y a un flou qui entoure nécessairement le mot, mais la définition, mais rien que la notion et son champ de pertinence dans le réel. Il y a un flou aussi dans la réalité que le terme entend recouvrir. La notion d'espèce elle est floue, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas pertinente. Parce qu'elle n'est pas tout le temps floue. Par exemple, les tigres et les lions, c'est considéré comme des espèces différentes, mais un tigre et une lionne ou une tigresse et un lion peuvent se reproduire. Les mâles seront stériles, mais les femelles seront fertiles. On considère que ce sont des espèces différentes, mais on pourrait changer de critères et se dire, même d'une manière, avec une certaine pertinence scientifique quand même, et se dire, en fait, puisque les femelles sont fertiles, on peut considérer que c'est la même espèce. Alors c'est pas le cas, mais on pourrait. Ce serait pas absurde. Mais la notion d'espèce, en plus, elle est polysémique. En plus, on a plusieurs critères qui sont admis pour considérer que c'est une espèce. Mais en fait, quels que soient les petits ajustements dans ces critères et quel que soit ce flou, il restera clair qu'une tortue et qu'un chat, c'est pas la même espèce. Tout comme il reste clair aussi que même s'ils sont plus proches entre eux, un chien et un chat, c'est pas la même espèce. Alors évidemment, le réel n'est pas... le réel est tissé de continuité, mais c'est pas parce qu'il est tissé de continuité
d'ailleurs il n'est pas fait que de continuité, on a aussi quelques discontinuités. Dans le réel, c'est un petit peu ce qu'on explique, ce que j'ai exposé quand j'ai parlé de la théorie du chaos et de la théorie de l'émergence dans Arborescence, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que ça va être très long sinon. Donc il y a de la continuité, de la discontinuité, avec de la discontinuité dans la continuité, de la continuité dans la discontinuité, dans tous les sens que vous voulez. Mais il n'empêche que l'univers est aussi peuplé de structures qui ont des propriétés distinctes et diverses, et qu'il est important de les distinguer, il est pertinent de les distinguer tout simplement. Parce que cette distinction entre les différentes structures et leurs propriétés, c'est la condition même de notre pensée, et même de notre existence, de notre propre existence en tant que structure, en rapport avec les autres structures qui habitent le réel. Alors cela dit, et ça me paraît important de souligner, parce que c'est un écueil inverse dans lequel on peut tomber, notamment quand on est enfant et adolescent, c'est de prendre nos mots pour le réel. Donc on a un extrême opposé, mais qui rejoint un peu le premier, parce que l'effet, ça va être aussi de détruire le réel en le réduisant à ce que nous pouvons en dire, et à prendre le morcellement qu'on opère nécessairement par notre langage et notre intelligence analytique, notre intelligence au sens bergsonien, prendre ce morcellement pour la réalité elle-même. La réalité n'est pas morcelée comme la représentation que l'on en a. Cette représentation, qui est forgée par le langage, est forgée par notre appréhension analytique du réel, forgée par notre science, notre intelligence analytique, qui va découper le réel pour le comprendre. Ce qui est une nécessité, hein, c'est une nécessité de découper le réel. D'ailleurs, Bergson, quand il parle de l'intelligence, même quand il évoque son aspect inférieur par rapport à l'intuition, c'est pas pour dire que l'intelligence c'est pas bien. Au contraire, on en a besoin de cette intelligence analytique. Et ce morcellement du réel, il a un remède qui est aussi nécessaire, c'est la poésie. C'est l'art, la littérature, les contes, les métaphores, la vie des métaphores en nous, la fluidité des archétypes qui animent notre univers psychique. La poésie répond au même vœu de totalité que la spiritualité. Poésie et spiritualité ont tout à voir. Et je suis pas la seule à le penser, hein, c'est même le poète Jean-Pierre Siméon qui le dit. La poésie, elle permet de rendre à notre perception du réel ce qui appartient réellement au réel, c'est-à-dire la continuité et l'infinie complexité, l'interdépendance, cette unité fondamentale que l'on perd avec le langage pratique, le langage scientifique. Donc ça, c'est le rôle de la poésie. Donc d'une part, on a science et philosophie, d'autre part, même si philosophie on pourrait le mettre un peu entre les deux, d'autre part art, poésie et spiritualité, et on a besoin des deux, on a besoin de tout cela, mais surtout on a besoin de clarifier les rapports entre les deux, et j'ai l'impression qu'actuellement, dans le débat public, on a une espèce de confusion entre les deux qui est vraiment dommageable. Même je suis la première à faire dialoguer les deux dans Arborescience quand je prétends tisser des liens entre science, poésie, pop culture, philosophie, psychologie, mais j'espère que dans ce que j'écris, le dialogue entre les deux mondes est clair, mais qu'en même temps, il est aussi clair que je les confonds pas. Et j'espère que c'est clair quand je parle d'une notion, qui est souvent une notion scientifique, d'un point de vue ou de l'autre point de vue, avec le langage du jour ou avec le langage de la nuit, comme le dit Ursula Le Guin. De toute manière, je pense que... je peux donner l'impression d'avoir digressé. En fait, je pense pas avoir digressé parce qu'on est en plein dans ce trésor de la logique, finalement. Et on est en plein dans le rôle de l'école que j'évoquais en début de vidéo. Donc cette digression qui n'en était pas une était utile, je pense. D'ailleurs, je reviendrai sur l'importance du langage quand je reprendrai l'émission d'Arborescience, Désir et Langage, puisque les émissions d'Arborescience, je vais les adapter en vidéo. Et cet article et ce podcast sur Désir et Langage qui date il y a 3 ans ou 4 ans, je sais plus, je vais le mettre à jour et je vais les réécrire de toute façon, et je pense que même avant, parce que ça risque pas de sortir avant quelques mois, je pense, hein, je vais peut-être faire une première vidéo
qui servira d'introduction à la réflexion sur l'importance du langage et tout ce dont je viens de parler, le langage scientifique, le langage poétique, les différentes manières d'appréhender le réel. Tellement de choses à dire là-dessus. J'ai tellement de choses que j'ai envie de dire là-dessus. Donc voilà, j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo, sûrement un peu plus courte que je ferai avant la vidéo plus longue d'arborescience. Alors avant de finir sur ce 8e trésor de la logique, un 3e point que j'ai déjà évoqué, mais je vais encore appuyer un peu là-dessus, c'est les distinctions entre émotions, sentiments et pensées, la distinction entre automatisme et réflexion. Ça c'est aussi fondamental pour développer une pensée proto-philosophique, et ça je pense que les trésors du cerveau le permettent assez bien. Alors évidemment avec les enfants je n'emploie pas des termes aussi compliqués, c'est évident, mais je le rappelle parce que souvent on me dit oui mais quand même tu parles pas avec les enfants avec des mots comme ça, ils vont pas comprendre. Bah non, évidemment avec les enfants j'emploie des termes plus simples, là je m'adresse à des adultes. Donc là nous avons fini sur ce petit panorama, ou plutôt cette présentation des 8 trésors du cerveau. Je vous remets le diagramme pour refaire le petit résumé. Donc avec donc le sens que j'ai trouvé à cette... pourquoi est-ce que je les ai disposés comme ça dans le mandala? Alors j'aurais pu mettre par exemple les sentiments en bas avec l'eau. D'un point de vue graphique, ça aurait été plus cohérent, mais moi je tenais à ce que les sentiments soient à droite, parce que pour moi, à droite, on peut considérer que c'est à gauche si on considère les choses en miroir, enfin bref, parce que c'est comme ça que je représente, j'ai mon système personnel en fait, qui se fonde sur les 4 fonctions cognitives de Jung, et ça je trouvais que ça leur répondait assez bien. Voilà, j'avais besoin d'être cohérente avec moi-même au niveau de ce mandala diagramme. Voilà, il fallait que les oppositions aient du sens, et que la façon et que l'adjacence ait du sens aussi. Alors je vais finir par un petit avertissement pour un usage raisonné des trésors du cerveau. Je pense que c'est très important de faire attention à ne pas donner aux élèves le sentiment qu'ils ne sont que des cerveaux, qu'ils ne sont que des fonctions. L'idée c'est toujours de considérer et que l'individu se considère lui-même comme un tout et ne se réduise pas à une partie de ce tout. Je pense que c'est important d'éviter d'induire une conception de l'être humain qui serait purement mécaniste et réductionniste. Parce que pour le coup, c'est déjà je pense que c'est en désaccord avec le réel, et c'est trahir le réel, et en plus c'est hyper malsain, c'est démotivant, et pire que démotivant, c'est déprimant. Il vaut mieux d'une manière générale, quand on parle des fonctions, insister sur la qualité plus que sur la puissance par exemple. Insister sur le pouvoir du dedans et pas sur le pouvoir sur, et là je vous renvoie à ma petite vidéo de vœux de début d'année. Ne pas donner l'impression que nous sommes des machines ou des ordinateurs, surtout pas, parce qu'on ne fonctionne pas comme des machines ou des ordinateurs. Même si on peut parler d'automatisme et d'algorithme à notre pensée, on n'est pas que ça. Et là, les trésors du cerveau sont là pour le montrer. Donc cet écueil-là, on l'évite en insistant sur l'importance des émotions et des sentiments, en insistant sur l'importance de tous les trésors du cerveau et de la synergie entre ces trésors. Et finalement, je pense que c'est une assez bonne conclusion à cette vidéo. Tous les liens vers les références bibliographiques sur lesquelles je m'appuie pour affirmer ce que j'affirme, ou sur lesquelles je m'appuie pour supposer ce que je suppose, vont être dans l'article, enfin sont déjà d'ailleurs dans l'article, que je mettrai en lien dans la description. Et idem pour les jeux que j'ai pu évoquer, d'ailleurs j'en ai oublié, hein, j'ai pas tout dit. Voilà, ce serait beaucoup trop long de mettre dans la description. Donc allez voir l'article pour les références bibliographiques. D'ailleurs dans le corps de l'article, vous trouverez un contenu à peu près similaire à celui de la vidéo, avec des petits éléments en plus ou des éléments en moins, puisque la vidéo et l'article se complètent, et que dans cette vidéo, j'ai tâché d'être assez spontanée. Quitte à digresser parfois un petit peu. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de coupures, parce que je suis partie parfois un petit peu ailleurs. Alors la petite bibliographie incomplète, je vais quand même la donner oralement et je la mettrai en texte à la fin de la vidéo. Alors les ouvrages, donc Motivation et réussite scolaire de Alain Lurie et Fabien Fenouillet, Olivier Houdet, L'inhibition au service de l'intelligence, Penser contre soi-même, Antonio Damasio, L'ordre étrange des choses, Sébastien Boller, Où est le sens, Catherine Audrin, Alexandra Buichard et Isabelle Pozzo, Émotion épistémique et créativité dans la formation enseignante,
Isabelle Pozzo, pédagogie de la créativité, de l'émotion à l'apprentissage. Alors vous avez un dossier sur l'attention sur le site La main à la pâte, que je vous mettrai en lien. La chaîne de Franck Ramu, j'ai pas encore vu, mais avec plein de ressources sur la motivation. Et je vous mettrai aussi un article d'un enseignant sur le Burger Quiz adapté aux enfants. Les jeux de société que j'ai évoqués, donc on avait Bazar Bizarre, on avait Double aussi, le Burger Quiz, donc le jeu inspiré du jeu télévisé inventé par Alain Chabat et Kader Aoun, donc adapté aux enfants par contre, voilà, le Burger Quiz il faut l'adapter. Gamme logique Birds de Johan Levé, et j'ai parlé aussi de jeux Vival et des finatures, et puis j'ai parlé aussi de mon jeu d'essai de famille des animaux. J'ai pas de boîte, j'ai une boîte métallique, et j'ai ma petite fleur du jeu d'essai de famille des animaux. Donc je ferai une vidéo là-dessus un jour. Les épisodes d'arborescience liés à ce thème, il y en a plusieurs, pareil, je les mettrai. Ils sont dans l'article. Dans l'article, vous trouverez aussi les documents pour les élèves liés au trésor du cerveau. Donc on a un mandala à colorier, on a les images des animaux à imprimer, et le mandala récapitulatif que j'ai colorisé, qu'on peut afficher en classe. Avant de vous laisser, un petit mot sur les futures vidéos que j'aimerais produire, soit pendant ces vacances, soit après. Parce que pendant ces vacances, je vais être bien occupée. Là, au mois d'août, sur l'aménagement de ma maison, donc je vais avoir un vrai endroit pour faire mes vidéos, et ça va être plutôt sympa. Et à la rentrée, je vais travailler à temps partiel, donc je vais avoir plus de temps à consacrer, entre autres choses, mes vidéos un petit peu à la marge. Alors ce que j'aimerais faire en pédagogie, je vous avais parlé de la vidéo sur le boulier. J'en avais parlé au mois de janvier, ça va attendre un petit peu, c'est toujours prévu mais plus tard. J'aimerais faire une vidéo sur ma séquence d'art plastique dont j'ai un peu parlé, sur les animaux, la créativité et la sérendipité. Donc dans quel ordre je vais faire tout ça, je ne sais pas. Je vais pas m'y lancer tout de suite. Il y aura aussi des vidéos de ukulélé, ça je pense le faire dans l'été, avec des chansons sur le thème de la biodiversité et de la sauvegarde de l'environnement. Dans la rubrique symbologie, le trickster, c'est toujours prévu, j'y travaille toujours. On va parler des tricksters de Gotham City. Puis je vais faire une vidéo aussi, je pense, cet été sur les jeux de tarot les plus esthétiquement intéressants et les plus artistiquement intéressants. Arborescience, j'ai prévu de faire des vidéos, d'adapter mes podcasts d'arborescience en vidéo. Est-ce que je commencerai cet été ou pas? Je ne sais pas. En attendant tout cela, vous pouvez retrouver les articles d'arborescience et l'article sur les 8 trésors du cerveau sur mon site morgangrodidier.com. D'ailleurs, je n'ai toujours pas publié l'article sur les tarots d'Ashley Cook. Ce serait bien que je le fasse un jour. À bientôt.